Bonsoir Mimouna Mitterman. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions à cette interview pour Outre-mer 360. Alors en janvier 2019 marque vos 6 ans au sein du CSA. Qu'est-ce que vous retenez de ces 6 années de mandat? 6 années de mandat où j'ai chaque jour pensé à un sujet, une priorité, la même. Lors des auditions, lors de la défense de mes dossiers, en collège du CSA, lors des contacts à l'extérieur des patrons de chaîne, une idée fixe qui était déjà là lorsque je suis arrivée, qui m'a accompagnée, que je garderai, comment faire en sorte que les écrans nationaux de la télévision ressemblent réellement ou un peu mieux au peuple français. Et avec une donnée particulière, nous, l'Outre-mer. Pourquoi l'Outre-mer n'est pas visible sur les écrans nationaux? Pourquoi, alors que au moins 5 millions de citoyens français vivent outre-mer ou sur le sol métropolitain, on ne les voit que pour 0,3% dans les programmes. C'est le résultat d'une étude que nous avons menée au CSA. 0,3% si on exclut France O, bien entendu, du champ d'observation. Ça veut dire qu'en fait, monsieur et madame tout le monde ici en métropole ne connaît pas ceux qui vivent à Pointe-à-Pitre ou ailleurs, en Guyane, ou aux Antilles plus largement, l'océan Indien, l'Océanie. C'est un monde à part, un monde entièrement à part, comme si Aimé Césaire continuait à avoir raison, non pas seulement sur la citoyenneté, mais sur la représentation qu'on fait de nous, quelles que soient nos couleurs, quels que soient nos pigments, nos noms, nos origines, nos professions, on est invisible. Mais vous savez que c'est un sujet grave, parce qu'on a le sentiment que l'outre-mer, c'est quelques petites îles réparties au loin, qu'on coûte cher à la République, mais on n'a pas idée du potentiel humain, de connaissances, d'expertise, et puis c'est nous aussi qui donnons à la France la chance d'être répartis sur tout le globe et d'apporter des patrimoines uniques. Par exemple, la Guyane permet à la France d'être à hauteur de ce qu'on attend d'elle en matière de poumons verts et d'écologie. Quand le président de la République a dit que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie, mais il a vraiment raison, la France serait moins belle sans toutes ces terres d'outre-mer. Et donc mon travail a été ça. Vous savez que c'est un travail ingrat, parce que vous êtes face à des gens qui ne connaissent pas l'outre-mer pour la plupart. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais comme ils ne nous connaissent pas, ils ont une idée et des idées très arrêtées. C'est ça qu'il faut changer de toute urgence. Ça conditionne notre présence sous le drapeau national. Ça conditionne notre citoyenneté. Et être représenté dignement, c'est aussi important que d'autres droits civiques. Donc c'était ça mon boulot. Et je continuerai après. Alors cette manque de connaissance des Outre-mer par d'autres personnes explique-t-elle le fait qu'on soit les Outre-mer, les ultramarins, soient peu visibles sur les écrans? Mais je pense que si on nous connaissait, nous, toute la galaxie de l'Outre-mer, forcément on verrait que là il y aurait un potentiel absolument hors norme, par exemple pour parler de la citoyenneté française dans son ensemble. Et ça pourrait rassurer les uns et les autres de voir que, par exemple, chez nous, les gens qui n'ont pas les mêmes croyances, pas les mêmes origines, les pigments, les cultures, que finalement on vit très bien ensemble. Ce n'est pas des paradis terrestres chez nous. Mais ce compagnonnage au jour le jour de gens différents est une pratique que nous avons pu établir grâce à l'école, qui nous a appris la tolérance, le respect, mais tout ça c'est du quotidien, c'est du banal. Or ici, on parle sans cesse de vivre ensemble, on fait tout sauf vraiment vivre ensemble. On se côtoie, mais est-ce qu'on vit vraiment ensemble ici en métropole? Je ne suis pas sûre. Dans certains villages, oui, parce que les gens ont tissé des liens anciens. Et ces liens-là, montrer ce qui se passe outre-mer, pour être de nature à rassurer d'autres qui ont peur, parce que la peur est en train de prendre trop de place dans nos vies. La peur de l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur, il vient de loin, on ne le connaît pas. Ah oui, il coûte cher à la France. Ben oui, on ne voit que... Tout à l'heure, quelqu'un me dit, mais tu veux qu'on parle de la diversité, mais tu veux des noirs partout ou quoi? Mais c'est pas ça le truc. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la diversité sociale. Puis déjà qu'on me pose la question comme ça, hein. Et est-ce que nous, on a posé la question quand il y avait des blancs partout? Est-ce que là, c'est faire insulte? Je suis désolée, je ne veux pas qu'on caricature ce que je dis. Je veux juste que liberté, égalité et fraternité soient des mots posés sur des réalités. On ne demande pas de cadeaux. On demande juste
le respect des compétences. On demande juste que les gens soient vus tels qu'ils sont, pas avec des portraits robots. Or, les fictions en particulier, les fictions françaises, ne correspondent pas, en tout cas, à ce que la diversité du peuple français apporte et à ce qu'elle est au jour le jour. Mais attention, il y a une nouvelle génération qui est en cours de chemin. Et je croise, moi, ces cinéastes, ces auteurs, ces réalisateurs, ces producteurs. Je les ai vus encore au CNC, au Centre National de l'Image Animée, samedi 19 janvier. Ces personnes, expertes, patientes encore, très patientes, demandent juste que maintenant on change de braquet et que sur les écrans on voit mieux cette diversité à la française. Ce sera bien pour tout le monde. Voilà. Et vous verrez qu'en écrivant des histoires qui parlent de tous, ça permettra de faire plus de cohésion de la société, parce qu'au fond l'enjeu c'est ça. C'est pas juste des images qui bougent dans tous les sens. C'est pourquoi les images sont importantes, parce qu'elles racontent l'autre, le visage de l'autre, l'histoire de l'autre, ce que l'autre a en tête, et pas de l'ignorer ou de le mettre dans des petits casiers comme ça, avec des étiquettes une fois pour toutes. Alors quelles sont les premières pistes à avancer sur les écrans pour que cette diversité soit plus visible, parce qu'on sait encore, il y a encore un plafond de verre qui est difficile pour les personnes de minorité visibles d'y accéder. Ce ne sont pas mes solutions, ce sont des solutions que nous avons pu présenter à la fois en travaillant sur les images, mais aussi avec des experts de l'Institut national d'études démographiques, avec des producteurs qui travaillent dans le cinéma, avec des réalisateurs, ceux qui écrivent, les auteurs, c'est fondamental, les scénaristes, c'est les auteurs. Il y a un certain nombre de préconisations à faire, c'est-à-dire que les chaînes de télévision qui diffusent sur des fréquences qui nous appartiennent, qui appartiennent au peuple, ou la télévision publique, elles doivent avoir des obligations avec des indicateurs pour que la population, notamment de l'outre-mer, soit représentée telle qu'elle est. Tant qu'on fera des grands discours, des promesses, les chaînes font leurs meilleurs efforts, nous aimons la diversité, tout ça c'est du blabla. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à mesurer les programmes, à les analyser, en voyant où il y a des défaillances. Il faut que ce soit extrêmement cadré, rigoureux et obéissant à un cahier des charges qui permette de corriger le tir et éventuellement de sanctionner. Sans ça, ça ne va pas marcher. Sans ça, l'outre-mer, surtout qu'il n'y aura plus France O, mais France O, c'était 0,5% d'audience. Mais sans ça, vous allez voir, on va encore parler du sujet dans 10 ans, 15 ans, et ça ne fera qu'accroître ces problèmes de compréhension qu'on a au sein de la nation française aujourd'hui. Il faut donc des indicateurs très précis et qui puissent mesurer, faire en sorte que ce qui caractérise l'outre-mer se voit dans les programmes. Voilà. Qu'on traite l'actualité chez nous, quels que soient nos faisceaux horaires, quelles que soient nos économies, nos histoires, à égalité de ce qu'on peut faire sur la Provence, sur l'Île-de-France, sur Strasbourg, etc., etc. Et pas, par exemple, comme ça s'est passé au moment de l'ouragan Irma à Saint-Martin, quand la veille au soir, France 2 a diffusé un sujet de 11 secondes. Et ce soir-là, il y avait la naissance des pandas tout près de Paris, et les pandas avaient autant de temps que l'ouragan qui allait arriver, foncer sur un territoire de la République et qui allait être complètement écrabouillé. Voilà. Est-ce que face à la suppression de la chaîne France-O, le gouvernement parle d'instaurer des petits modules ultramarins sur les autres chaînes nationales? Est-ce que cela est suffisant pour vous? Mais d'abord, il ne suffira pas de parler. J'ai appris au CSA que tant que ce n'est pas écrit dans une loi, on peut très vite contourner. Les engagements qui sont pris par une équipe peuvent ne pas être repris par l'équipe qui arrive. Ça dépend bien sûr du patron qui est en haut de la chaîne, mais il faut que ça infuse dans toute la chaîne. Et parler ne suffit pas, il faudra que ce soit écrit et pas que des petits modules. On veut être traité comme les autres ici. Enfin, c'est pas compliqué. L'actualité outre-mer doit être vue sur les écrans nationaux avec toutes les problématiques, le chômage, les jeunes diplômés qui ne trouvent pas de boulot, l'écologie, la santé. Nous faisons partie de la nation, nous aussi nous faisons partie de la nation, donc que nous soyons vus sur les écrans. C'est pas compliqué, hein. Et donc, si ceux qui sont à la direction des programmes, des fictions, de l'info, manquent de connaissances sur la France dans sa pluralité, bien qu'ils aillent faire quelques petits séjours chez nous, ils prennent un billet d'avion, ils s'immergent pendant 3 semaines, 1 mois,
qu'ils y aillent, qu'ils mettent des équipes sur place et qu'ils prennent la température de ces territoires de la République à l'égal de ce qu'on fait sur n'importe quelle portion du territoire. C'est quand même un constat amer sur cet objectif que vous étiez fixé au début de votre mandat, sur la diversité. J'ai relu des articles, des interviews que j'ai donnés en 2013, en janvier 2013, puis les mois suivants, et puis tout au long de mon mandat. Et je constate qu'en fait, ce que je dis aujourd'hui, je le disais déjà. Alors, la différence, c'est que je suis arrivée avec un bagage d'ambition, un bagage de conviction et d'engagement. Il est là, le bagage est plein, toujours. Mais j'ai beaucoup appris ici. Je sais maintenant comment aller demander et exiger. Je sais par exemple qu'au moment de la discussion du projet de loi Égalité et Citoyenneté, en 2016, comment les chaînes qui n'étaient pas d'accord pour qu'il y ait des indicateurs sur les programmes, elles ont envoyé, et c'est leur boulot, elles ont fait leur boulot, elles ne l'en voulaient pas, elles ont envoyé leur lobby, travaillé au corps, ceux qui allaient écrire la loi. J'ai été auditionnée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et je sais que le projet de loi est redevenu, devant l'Assemblée nationale après l'examen par le Sénat, mais pourquoi est-ce qu'il est redevenu vide? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je laisse deviner. Il reste juste un tout petit nombre de phrases, l'article 3.1 de la loi de 1986 qui a donc été modifié par cette loi de 2016, qui est passée en 2017, et qui dit que les programmes doivent être exempts de stéréotypes. C'est tout ce qu'il en reste. Le travail de sape qu'il y a eu au milieu, je sais ce qui s'est passé. Donc ce que j'ai appris là, dans la forteresse, me servira maintenant que je vais être très vite hors de la forteresse. C'est pas tenir un discours de pétroleuse ou d'exiger... Je n'exige pas ce qui est impossible. Mais je demande notre droit. L'enjeu de tout ça, c'est que les gens jeunes comme vous en particulier, au bout d'un moment, vous en aurez marre d'attendre. Et qu'est-ce que vous ferez si vous êtes trop en colère, à force de frapper à la porte et de demander? Peut-être que vous serez moins gentil, moins douce que toute la patience des créoles de tous les continents. Parce que votre génération est une génération outillée. Vous savez faire de l'image. Vous savez faire de l'audiovisuel, et on ne pourra plus vous dire c'est pas possible de traiter tel ou tel sujet et de faire des fictions sur tel ou tel sujet. Vous ne l'accepterez pas, et c'est tant mieux. Nous, les plus vieux, on a défriché. À vous maintenant de continuer, à votre génération. Mais je suis là encore, hein. Je vais continuer. J'ai eu beaucoup de chance de passer par les mailles du filet, et je ne vais pas lâcher l'affaire. Mais pas toute seule. Hein. Nous tous ensemble, comme on dit en créole, la réunion. Hein. Alors maintenant que vous êtes hors de la forteresse, quels sont vos projets pour les années à venir? Alors, je vais continuer. Tous les mois. Ouais. Je vais continuer dans des actions ponctuelles, mais j'en ai toute une quantité. Fin janvier, je suis dans un concours d'éloquence de la région Occitanie. Je vais à Vaux-en-Velin le 7 février. Je vais retourner dans ma chère île de la Réunion la première semaine d'avril pour être la marraine de la semaine de la persévérance au collège de Cambuston, que j'accompagne avec 2 professeurs qui sont 2 héroïnes absolument extraordinaires, qui sont Cydalise Dufestin et Diana Léocadie Fontaine. Je vais être la marraine de ce collège que, à distance, j'ai tâché d'accompagner avec le soutien bien sûr du département de la Réunion, de la Fondation de France, des associations qui s'occupent des femmes, des parents d'élèves. Et pendant toute une semaine, on va cheminer ensemble et on va parfaire ce qu'on a pu commencer à distance sur Skype par exemple. Et j'ai beaucoup d'autres actions comme ça. Je vais enfin écrire un synopsis de livre que l'on attend, que mon éditeur attend. Je vais parler de nous, je vais parler des portraits de jeunes, mais je ne vais pas le dire trop en détail. Et puis si la vie me laisse un peu de temps, j'accompagnerai ceux qui entreprennent cette course de relais. C'est une course de relais, notre affaire. Il faut que ça avance. Et ceux qui sont en face et qui ont peur, il faut les rassurer aussi. On n'est pas des monstres, on demande juste le respect de la loi française. Mais ils ont tout à gagner en plus, parce qu'on est des gens bien, et on a d'autres histoires à raconter, mais pourquoi ça mettra encore tant de temps? Et en même temps, dans la société française qui n'est pas forcément au contact de l'outre-mer, moi je sais que je peux compter sur beaucoup de gens, y compris parmi les dirigeants de l'audiovisuel. Certains sont beaucoup plus civiques qu'on ne peut le croire, sauf qu'ils ne savent pas trop par où commencer. Il faut juste qu'on leur dise, maintenant c'est comme ça, donc allez-y, avancez, point. Il n'y a plus à discuter là-dessus. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Yamuna Iterman, pour cette interview. Merci, Emeline.